Bonjour les amis, Barouche Kassé, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais super bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du thème l'histoire et le métier du journalisme. Avant de vous plaquer véritablement mon thème, alors je vais vous donner un petit son, voilà, et pour que tout le monde puisse vraiment avoir son compte, je vais tout faire pour écrire ce que je suis en train de faire. Voilà. En vérité, je les écoute alignés. Y a pas une qui coupe mon cœur, y a pas une qui me fait peur. Je suis comme Jack Power, j'ai toujours ma cible dans mon viseur. Comme on le dit, un caillou qui casse le caillou. Un jour dans mes balades, je vois un truc de malade. Alors mes yeux s'allument, mon corps s'agite, là je suis dans le problème. Quand je vois son beau balabade, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son beau la tête, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son casse à la tête. Alors voilà, déjà je vous retrouve. Et donc, comme je vous disais, le thème c'est l'histoire et le métier du journalisme. Avant de vous montrer une vidéo qui a vraiment équilibré mes connaissances à propos du métier du journalisme, je vais vous rappeler d'abord un extrait, sinon je vais vous lire un petit extrait de notre cours de la première année en histoire contemporaine sur le métier du journalisme. Alors, je cite, la connaissance en histoire, ou encore, la connaissance en histoire est le résultat d'un travail élaboré qui bénéficie non seulement du caractère scientifique de la méthode historique, mais également du recul des faits analysés. Or, le journalisme baigne quotidiennement dans l'atmosphère passionnelle qui entoure l'événement. Les articles écrits à chaud sont teintés d'émotions et révèlent très souvent les états d'âme de l'auteur. Voilà. Et il faut dire que pour ma part, véritablement, cette phrase a eu beaucoup plus d'effet sur moi. Cette phrase a eu beaucoup plus d'effet sur ma conception à propos de ce métier. Alors, je sais que peut-être vous aussi vous avez eu cette même idée, parce que à partir de cet instant où j'ai entendu cette phrase, alors j'ai commencé à sous-estimer le métier du journalisme. Alors j'ai commencé à me dire qu'ils n'étaient pas vraiment à la hauteur, et j'ai commencé à dire que voilà, ils n'écrivaient pas forcément des trucs vrais, et donc j'avais commencé véritablement à boucler tout ce qui est le métier du journalisme. Cependant, voilà, ne dit-on pas que l'histoire est la discipline de la recherche, la discipline de l'enquête, la discipline de la vérification, de l'information? Eh bien, dans ce sens, les amis, j'ai essayé de creuser juste un peu cette histoire, juste un peu cette conception sur le métier du journalisme. Et avant de vous montrer véritablement la vidéo qui a vraiment équilibré mes connaissances, je vais d'abord vous proposer quelques lectures que j'ai faites. Alors, je suis en ce moment même en train de lire dans la collection Que sais-je, Technique du journalisme, écrit par Philippe Gaillard. Alors, dans ce livre très intéressant, d'abord on parle du premier travail du journaliste, qui est le choix de l'événement. Et le choix de l'événement, on dit que c'est le premier travail, n'est-ce pas, du journaliste à quelques points du circuit de l'information qui se trouve, et donc de choisir les événements dont il va faire des nouvelles en les publiant. Alors, pour faire un choix dans le métier du journaliste, d'abord trois critères s'imposent, c'est-à-dire la signification, l'actualité et l'intérêt. Bref, je ne veux pas trop rentrer dans les détails à propos de ce livre. Si vous voulez le lire, voilà, c'est disponible à l'Institut français. Voilà, et le code c'est 1429 dans la collection Que sais-je. J'ai lu également Faut-il brûler les journalistes de Claude Guillaumet. Et là, il nous donne aussi des informations très intéressantes. Par exemple, il dit que les journalistes ne sont pas forcément crédibles quand il s'agit de répondre aux 5 questions qui sont quoi, qui, quand, comment et pourquoi. Et aussi, j'ai lu également un autre livre très intéressant des co-auteurs Marcel et Henri intitulé
les pratiques du journalisme, où par exemple on essaie de nous parler des modèles du journalisme. Alors donc on parle de journalisme de reportage, on parle de journalisme d'analyse, on parle de journalisme d'investigation, etc., etc. Alors je vais vous montrer une vidéo parce que par rapport à ce propos que j'ai lu en début de vidéo, on peut comprendre véritablement que le journaliste est quelque chose vraiment qu'on peut, nous en tant qu'historiens, on peut sous-estimer le journaliste. Or, véritablement, ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que je vais vous montrer que le journaliste a vraiment fait des exploits au cours des années et que vraiment ces exploits-là ne sont pas à sous-estimer. Alors tout de suite, je vous balance la vidéo et j'espère qu'on pourra bien le regarder et m'entendre parce que j'enregistre avec un peu des trucs d'amateurs mais j'espère qu'on pourra s'entendre. Alors tout de suite la vidéo elle est là, je l'ai déjà réalisée, c'est moi-même qui l'ai réalisée. Alors je vais vous le présenter, je vais le faire passer même en plein écran par ici et juste après la vidéo nous nous retrouvons encore pour un petit commentaire et ensuite pour se dire ciao. Allez, à tout de suite. Watergate, diamant de Bokassa, faux terroriste irlandais de Vincennes, Rainbow Warrior ou plus récemment Karachi, Cahuzac. Les affaires révélées par le journalisme d'investigation sont devenues au fil des années monnaie courante. En 1906, le président américain Theodore Roosevelt qualifiait les journalistes d'enquête de fouille-merde. Des propos forts, presque insultants et pourtant ils reflètent plutôt bien la réalité du métier de journaliste d'investigation. Le journalisme d'enquête apparaît aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. La figure de proue de ce nouveau type de reportage n'est autre que Joseph Pulitzer, le créateur du célèbre prix qui porte son nom. Enquêter, vérifier et révéler sont les trois mots d'ordre du journaliste d'enquête. Dès les années 1880, de nombreux reporters mettent en pratique ces principes. Les plus honorables sont Lincoln Stephens, et publié dans le New York World une enquête de longue haleine, accablante sur la corruption des hommes politiques de son époque. Ironie du sort, cette enquête va permettre à Theodore Roosevelt de briguer son premier mandat. Le journalisme d'investigation retentit déjà comme une bombe au sommet de l'État. Nellie Bly, elle, va pousser le journalisme d'enquête à l'extrême. Pour le New York World, elle enquête sur un asile pour femmes, le Blackwell Island Hospital. Pour ce faire, elle simule des problèmes psychiatriques et se fait interner. À sa sortie, elle dénoncera les conditions épouvantables d'internement des patientes. Souvenez-vous, fouille-merde, disait Roosevelt. La tradition du journalisme d'investigation va se poursuivre aux États-Unis pendant près de 80 ans, avant que ce journalisme s'exporte massivement, notamment en France. Nous aborderons dans ce reportage les grandes heures du journalisme d'enquête, son présent et son avenir, à travers les affaires qui l'ont fait, qui le font, celles qui le feront ou peut-être ne le feront pas. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Tradition oblige, l'art du journalisme d'enquête atteint son paroxysme aux États-Unis. L'affaire, le Watergate. Le 17 juin 1972, le bâtiment du Watergate à Washington DC, et plus précisément le siège du Parti démocrate américain, est cambriolé. À première vue, rien de plus banal qu'un simple vol avec effraction. Pourtant, il s'agit là du plus grand scandale politique de l'histoire des États-Unis. Deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, sont intrigués par des détails suspects. Ils s'emparent de l'affaire, contre l'avis de tous, ou presque. Personne n'a cru au Watergate. Tout le monde disait... Vous imaginez le président des États-Unis envoyant 4 bandits masqués ne parlant pas anglais dans leur talkie-walkie en plein milieu de la nuit? Personne ne pouvait y croire. Ils pensaient tous que le Washington Post détestait tellement Nixon que nous étions prêts à tout pour le mettre en échec. Les gens ont sûrement pensé que Bradley défendait encore son ami disparu. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne pouvais pas croire qu'il avait fait ça. Et on comprend les Américains. Cette affaire est un véritable sac de nœuds. Rien ou presque ne semble relier le cambriolage à la Maison Blanche. L'enquête de Woodward et Bernstein est minutieuse et avance petit pas par petit pas,
piétine presque, un informateur secret va alors mettre la puce à l'oreille des deux journalistes. Gorge profonde, la source de Wuchtin, comme on appelle dorénavant les deux journalistes, va baliser leur enquête et donner de plus en plus de certitudes. Pas à pas, les reporters du Poste découvrent que l'opération était directement pilotée de la Maison Blanche via le comité de réélection du président Nixon, avec la collaboration du FBI et de la CIA. Après près de 2 ans d'enquête et de révélations en cascade, les pièces recueillies par Woodward et Bernstein sont transmises à la commission d'enquête sénatoriale. Cette dernière demande ni plus ni moins que la destitution du président. Elle lance une procédure d'impeachment. Elle n'ira pas au bout. Le 8 août 1974, le président Nixon annonce sa démission. Pour la première fois, on parle d'un journalisme comme quatrième pouvoir, capable grâce à l'art d'enquêter, de renverser un président. Woodward et Bernstein sont devenus de véritables symboles. En France, pas de destitution, mais les journalistes d'investigation ont révélé des affaires qui ont elles aussi fait trembler le pouvoir en place. Devenu grand spécialiste du genre, le Canard enchaîné révèle le 10 octobre 1979 l'affaire des diamants de Bokassa. Une plaquette de diamants figurait aujourd'hui en gros titre ou en bonne place dans plusieurs journaux français. Le journal Le Monde lui-même en a fait état très largement, d'abord à la première page, puis sur 9 colonnes en page intérieure, sous le titre « Les retombées de l'affaire de Bangui ». Jacques Fauvet, le directeur du Monde, y a consacré un éditorial réclamant la vérité pour l'honneur du pouvoir. Alors de quoi s'agit-il ? Tout est parti d'un document publié par le Canard enchaîné, une photocopie de 4 lignes signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui, c'était en 73, Bokassa n'était pas empereur, M. Giscard d'Estaing était ministre des Finances. Bien évidemment, Valéry Giscard d'Estaing dément. Il ne cache pas qu'il existe des cadeaux entre chefs d'État. Il réfute cependant l'hypothèse selon laquelle il aurait reçu des mains de Jean Bedel Bokassa une ou plusieurs plaquettes de diamants. D'abord les cadeaux officiels. Comme chef de l'État, je donne et je reçois des cadeaux officiels. La seule vraie question, c'est celle que vous me posez, c'est qu'est-ce que j'en fais? Je ne demande de cadeaux à personne. Ces cadeaux, ils sont, semble-t-il que je peux vous dire, apportés à l'Élysée, ils y sont conservés, et ils n'en sortent que pour 2 usages, soit qu'ils soient attribués à des œuvres de bienfaisance, soit lorsqu'ils ont un intérêt à cet égard, ils sont remis à des musées. Et enfin, à la question que vous m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, j'oppose un démenti catégorique, et j'ajoute méprisant. De nombreuses zones d'ombre doivent encore être éclaircies. Selon un ancien des renseignements généraux, la DCRG était au courant de l'échange de présents entre Giscard et Bokassa. Déballe ce qui va devenir l'affaire des diamants, en m'expliquant que Bokassa donnait régulièrement des sachets de diamants à Valéry Giscard d'Estaing, mais également à son entourage, à des ministres français. Les diamants de Bokassa ont en fait réellement existé. Ils ont été revendus par l'Élysée 111 547 francs, bien moins que ce que le Canard avait annoncé. Autre président, autre affaire. Sous Mitterrand, cette fois, la grande figure française du journalisme d'investigation, Edoui Plenel, révèle dans Le Monde l'un des plus grands scandales politiques français, le Rainbow Warrior. Contre un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace. Cela s'est passé en Nouvelle-Zélande. Une bombe a fait sauter le chalutier de Greenpeace. Il y a un mort parmi l'équipage. Le bateau devait participer à un mouvement de protestation contre les essais nucléaires français dans le Pacifique Sud. La campagne de protestation a aussitôt été annulée. Le 10 juillet 1985, le bateau a été coulé par 2 explosions. Rapidement, la police néo-zélandaise va arrêter un homme et une femme, les époux Thurange. Ils ont loué une camionnette, elle a été repérée par un vigile dans le port le soir de l'explosion. 2 hommes sont arrêtés à leur tour à bord de l'UVA, un bateau à voile. Ils ont posé les bombes. Du doute entoure cette affaire, la DGSE, les services secrets français, pourraient être impliqués dans l'attentat. J'ai vu cette dépêche et je me suis dit, ok, ça c'est la maison. Quand on a vu ce message et qu'on l'a lu ensemble, on a dit ça, c'est la DGSE. Hein. Voilà. C'était, comme on dit en langage policier, c'était gros comme une maison. Hein. Déboule dans mon bureau, sans crier gare, le directeur central de la police judiciaire. Ouh là là, monsieur le ministre, regardez ça. Ça, c'est encore une connerie des services spéciaux. Un homme décide de se consacrer pleinement à cette enquête. Edoui Plenel, alors journaliste au Monde, enchaîne révélation sur révélation. Les époux Thurange et les 2 plongeurs arrêtés sont bien des agents de la DGSE. Il met aussi en cause le ministre de la Défense Charles Hernu et par conséquent le président François Mitterrand et son premier ministre de l'époque, Laurent Fabius. Hernu dément. Il a menti au Premier ministre. Voilà.
menti ou pas, mais moi j'ai entendu. Donc j'ai entendu mentir, donc je suis là quand il ment. Bon, il dit quoi? Hein? Il dit au Premier ministre, ce sont les Anglais. Vraiment la scène la plus pénible de ma vie, quand j'ai vu Charles Hernu dire que c'était probable, on avait l'assurance que c'était un coup des Anglais monté contre nous, et qui suait à grosses gouttes dans le bureau du président de la République. Transpirer. L'affaire crée de nombreuses tensions diplomatiques entre la Nouvelle-Zélande et la France. Pour se défendre, l'État français tente de démontrer que les faux époux Thurange et les plongeurs de l'UVA n'ont pas pu commettre l'attentat. Le 17 septembre 1985, Le Monde révèle l'existence d'une troisième équipe. L'information aurait été divulguée par le ministère de l'Intérieur. Pierre Jox, alors locataire de la place Beauvau, tenterait de tuer politiquement Charles Hernu. Face à tant de fuites, le secret ne peut être gardé plus longtemps. Le 22 septembre 1985, Laurent Fabius confirme en personne l'implication de la DGSE dans le naufrage du Rainbow Warrior. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Cette vérité a été cachée au conseiller d'État Bricot. J'ai rendu compte au président de la République de ces faits graves. Et nous avons estimé que des mesures immédiates s'imposent. Premièrement, un nouveau chef de la DGSE sera nommé dès le prochain Conseil des ministres. Cette affaire reste la plus grande couverte par un journaliste d'investigation en France. Certains l'ont même appelé le Watergate français. Durant les années 70 à 90, bon nombre d'affaires ont été mises au grand jour. Les diamants de Bokassa et le Rainbow Warrior donc, mais aussi l'affaire du sang contaminé en 1991, celui de l'amiante dans les années 70 puis 90, les faux terroristes irlandais du bois de Vincennes en 1982. Après tant de succès, on pourrait penser que la vie du journalisme d'investigation ne serait pas mise en danger. Pourtant, la crise économique ne permet plus aux rédactions de placer des journalistes sur des enquêtes de plusieurs mois, voire plusieurs années, avec le risque que les investigations n'aboutissent pas. Peu de journaux sont prêts à franchir le pas. L'avènement des pure players, les journaux en ligne, dont Mediapart a cependant donné un nouvel élan à un journalisme d'investigation qui s'essoufflait. Bettencourt, Karachi, Cahuzac, autant d'affaires qui sont sorties dans les colonnes numériques du journal participatif en ligne. Mediapart étonne par son rendement, mais peut-on s'en offusquer alors qu'un journaliste comme Fabrice Arfi, à l'origine de l'affaire Cahuzac, ne traite que 4 sujets en 4 mois. Mediapart met les moyens pour une information de qualité et fait payer ses exclusivités à ses abonnés. Aujourd'hui, l'information devient de plus en plus racoleuse et les sujets sont de moins en moins traités en profondeur. Merci d'avoir écouté vraiment cette vidéo. J'espère que vous avez bien entendu et vous avez regardé véritablement ces exploits du journaliste. Alors, moi, ce petit commentaire que je vais faire avant de se laisser sur cette vidéo, c'est que tout simplement, quand j'ai regardé déjà cette vidéo et que j'ai vu déjà que les mots d'ordre du métier du journaliste, on parle d'enquêter, vérifier, révéler l'information. Et quand je vois cette prouesse que le métier du journalisme a pu réaliser dans ces années de 1970 à 1980, véritablement, je pense que ce n'est pas un métier à sous-estimer. Et plus très concrètement, je pense que c'est un métier plutôt à valoriser. Parce que déjà en 1974, on qualifiait le journaliste de quatrième pouvoir parce qu'avec la destitution du pouvoir exécutif du président Nixon. Alors déjà, c'est un grand espoir qui ne devrait pas négliger. Et donc, moi, je veux tout simplement que certes, le professeur l'a dit comme ça, et peut-être qu'il pense que c'est vraiment ce qu'il fallait dire, mais ce qui est aussi intéressant ici pour le retenir, c'est que franchement, en disant que l'histoire écrite, les faits à chaud, c'est vraiment faire quelque chose de façon partiale. Alors donc, moi je dis simplement que ces propos manquent juste un peu d'équilibre et il ne faudrait pas oublier que l'histoire doit se faire de façon impartiale. Alors,
Les amis, j'ai fini ma vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à liker ma chaîne YouTube et je vous prie de me laisser vos commentaires. Voilà, alors les amis, j'ai fini ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker ma chaîne YouTube et je vous prie de me laisser vos commentaires. Alors c'était véritablement Barouche Kassi, votre ami. J'espère que cette vidéo va vous donner une autre idée sur le métier du journaliste et les journalistes. Et vraiment, je pense que j'ai pu vraiment donner mon avis par rapport à ce métier du journaliste. Et donc, moi de mon côté, déjà, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas surtout de plaquer un petit j'aime si vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!